Donc le roman s'appelle Dans la vie et c'est édité chez Flammarion. J'ai proposé à Élodie, au lieu de faire une introduction, eh bien qu'elle nous lise d'emblée le premier chapitre. Le premier chapitre qui s'appelle « Si on les voit dormir ». Si on les voit dormir. Opticien, kebab, banque, boulangerie, entrée d'immeuble, pharmacie, bar, opticien, bio c'est bon. Le centre commercial Italie 2 vous souhaite de merveilleuses fêtes. Feu rouge. Les arrêts laissent le temps de repérer les silhouettes assises ou allongées, le Père Noël géant au milieu du rond-point, le sapin bleu au scintillement mécanique, la pluie régulière de LED blanche sur la mairie. C'est beau, je reviendrai dimanche me promener avec mon fils. Ils mettent les décos de Noël début novembre maintenant, c'est n'importe quoi. On quitte le rond-point pour une rue plus sombre, plus petite, sans commerce ni décoration. Un passage à sens unique et 3 lampadaires. À l'avant, le chef se contorsionne pour me parler pendant que le chauffe manœuvre, clignotant marche avant. On commence toujours par Frédéric parce qu'il se couche tôt, explique le chef. Il se lève avant l'aube pour traverser Paris pendant 4-5 heures. C'est un grand marcheur. Il connaît Paris comme sa poche, comme le bouquin sur les métros, tu sais, clignotant marche arrière. Oui, le bouquin là, je vois. On fait Frédéric en début de tournée pour avoir une chance de lui parler, de savoir comment il va. S'il dort, c'est trop tard. Clignotant marche avant. On ne les réveille pas. Si on les voit dormir, on les laisse. On vérifie qu'ils respirent et on les laisse. Là, il est 20h30. Il doit déjà dormir depuis une demi-heure. Marche arrière sans clignotant. On va aller le voir si le chauffeur arrive à se garer un jour. Assise à l'arrière entre le défibrillateur et le sac de soins, je souris à la blague du chef. Autant pour le chef que pour la blague. Le chauffeur sourit aussi. Il garde son sourire tendu quand il cale en marche avant. Le moteur tousse, cale à nouveau, frein à main. Nous sommes garés. Sur le trottoir, dans un renfoncement, nous éclairons plein phare un sac de couchage immobile. Frédéric. Tu descends avec moi ? On lui dépose toujours une petite bouteille d'eau, du café, du sucre pour le matin. J'ouvre le coffre, fouille dans les tiroirs pour trouver les dosettes Maxwell, les petits sachets de sucre, un verre en carton, touillette, cristalline. Et le matin, il fait chauffer le café comment ? Il le fait pas chauffer, il le boit froid. Je regarde les gros grains au fond du sachet. Ça se dissout dans l'eau froide ? J'imagine la sensation de croquer les grains de café au réveil, le grincement entre les molaires, l'envie de cracher. Nous nous rapprochons du sac de couchage bleu et déposons le petit tas de dosettes et couverts en carton préparé pour lui. Quand nous nous relevons, nous ne partons pas. Nous restons debout face à lui en silence. Nous attendons pour la même raison non formulée. Le sac ne respire pas. On s'accroupit à nouveau pour l'apercevoir ou entendre un souffle. Rien. Je ne sais pas si je viens de servir un café à un tas de pulls recouverts d'un duvet ou si je dois soulever toutes ces couches pour commencer un massage cardiaque brutal, sortir le défibrillateur, 30 compressions thoraciques, 2 insus, 30 compressions, 2 insus. Je tourne la tête vers le chef, prête pour son signal. Soudain, le tissu bleu se gonfle et tousse 2 fois. On peut y aller. On ne le réveille pas, on le laisse dormir. En remontant dans la voiture aux couleurs de l'institution, voiture verte avec une bande grise sur les côtés, le chef parle bas pour respecter son sommeil. Frédéric, c'est particulier, on le connaît bien. Mais la maraude, c'est pas seulement donner des produits au SDF, de la nourriture, des vêtements, c'est surtout discuter, maintenir le lien social, dit-il. Frédéric n'est pas du tout représentatif. Enfin, ils sont tous différents, personne n'est représentatif. Je fais signe que je n'arrive pas à fermer la porte coulissante de l'utilitaire. Elle fonctionne mal. Il faut la claquer, regarde. Le chauffe tire de tout son poids sur la poignée. Il jette la porte qui se ferme sur mon visage dans un grand bruit métallique. De l'intérieur de la voiture, j'observe Frédéric que le bruit n'a pas réveillé. Je m'assois sur mes mains inutiles pour les réchauffer entre le siège et mes cuisses. Ma première rencontre avec un SDF n'a pas vraiment eu lieu. Ma vie citadine m'a jusqu'alors tenue éloignée de celle de Frédéric. Tout nous séparait, nous n'étions pas faits pour nous rencontrer, et ce soir il dormait. Je ne sais pas s'il se fera dépouiller dans la nuit de ses quelques vivres, s'il les trouvera à son réveil content, ou s'il tiendra le gobelet incrédule en se demandant qui peut penser que je mâchonne du café. On est tout de suite dans le sujet et également dans l'écriture. Et la première question que je vais vous poser, c'est que je vois que vous avez été monteuse et cinéaste. Et pour moi, les premières lignes du livre, c'est vraiment comme un espèce de travelling de cinéma, quoi. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé ou c'est... Complètement. Il y a évidemment un travail... Enfin, je n'ai pas pensé au cinéma, mais il y a évidemment un travail visuel mais qui est là. C'est-à-dire que le 13e arrondissement de Paris, c'est un quartier où il y a énormément de tours, que je décris des tours avec du verre et les phares, et c'est très illuminé, c'est la ville lumière. Et en même temps, il y a des gens qui dorment sur les trottoirs et visuellement, c'est violent comme image. Là où le travail littéraire m'a intéressée, c'est qu'il permettait d'entremêler aussi les pensées de la narratrice, c'est-à-dire qu'il y a aussi des réflexions. Là, c'est Noël, elle voit les illuminations de Noël, elle a des réflexions sur son fils, faudra l'emmener, c'est-à-dire que c'est son quartier qui est familier.
et elle le redécouvre de façon comme si elle voyait l'envers du décor. C'est le même quartier, mais son quartier devient étrange. Donc il y avait évidemment un travail visuel, mais je pouvais en même temps mettre les pensées de la narratrice et y mettre l'étrangeté avec laquelle elle voit son quartier. C'est un début de film, quoi. On est à l'intérieur d'une voiture, c'est une espèce de caméra objective et on voit tout voilà, par la vitre et on y est en fait. Donc, oui. Du coup, on est déjà dedans. Bah, ça faisait partie du projet. La narratrice est débutante. Quand elle arrive, elle a son chef, le chauffeur. Et c'était aussi un procédé pour emmener le lecteur avec moi dans la voiture. Et puis, c'est pas qu'un procédé, c'est aussi factuellement, les maraudeurs dans cette voiture font une équipe. On apprend par la suite qu'ils sont en uniforme, c'est une association avec une uniforme. Ils vont un peu tous agir de la même façon, avec par exemple la consigne de ne pas les réveiller pour respecter leur sommeil. Et finalement, c'est comme une personne dans cette voiture. Donc c'est à la fois un procédé visuel, mais c'est aussi justifié par les attitudes où on incorpore un peu ce travail. C'est du bénévolat, mais cette fonction, quoi. Parce que la découverte, c'est que c'est effectivement un bénévolat, mais c'est extrêmement discipliné. Il y a des consignes qui sont pas des choses qu'on fait si on a envie, quoi. C'est pas parce qu'on est bénévole qu'on doit agir comme on veut. C'est extrêmement, il y a beaucoup de procédures. Il y a un côté presque militaire. Un petit peu, c'est vrai. Après, ces procédures militaires peuvent avoir un côté rassurant parce que du coup, il y a une façon de fonctionner de cette association et qui permettent de se dire qu'on agit presque en professionnel. C'est des gens qui maîtrisent les premiers secours et parfois c'est utile. Donc qui peuvent amener aux urgences. Donc il y a à la fois c'est quelque chose de militaire qui paraît un peu forcé, un peu mimé, et en même temps un gage d'efficacité aussi, j'imagine. Et oui. Et puis c'était intéressant que ces bénévoles qui vont à la rencontre des sans-abri viennent apporter de l'aide avec cet uniforme en professionnel, mais ils représentent aussi l'ordre. Et ils vont se situer comme ça entre l'aide humanitaire, quelque chose de l'ordre de la charité, de donner de son temps pour les pauvres, et quelque chose de l'ordre de maintenant faut vous trouver une maison, et les intentions sont troubles, si on veut. Alors ça m'a surprise, et ce qui m'a surpris aussi, c'est la manière dont vous montrez les personnes sans abri. En fait, c'est des gens qui ne parlent pas, alors que pour nous, dans l'espace public, la journée, c'est des gens qui sont extrêmement présents, qui presque envahissent l'espace, et là, au contraire, c'est des silhouettes silencieuses. Oui. Alors, ça tient plusieurs choses. Comme c'est du bénévolat, c'est des gens qui vont... les bénévoles vont proposer de l'aide la nuit. Et donc là, c'est comme Frédéric, c'est la nuit, ils peuvent dormir. Certains aiment bien discuter et il y a des habitués. Et il y a il y a de la discussion. Avec certains, il y a des blagues. Il y en a un qui se moque un peu parce que il découvre au bout d'un an qu'en fait, les gens qui viennent le voir toutes les semaines, c'est des bénévoles alors qu'ils croyaient que c'était leur travail. Enfin, il peut y avoir de la complicité. Et il y a aussi certains qui dorment et qui préfèrent être tranquilles et qui n'osent pas demander de l'aide, qui n'en veulent pas, qui sont plus en défiance. En fait, ça... Il y a plein de petites scénettes qui font que le livre est très rythmé. Oui, il y a quelque chose de... en fait, chaque rencontre est quand même très riche parce que c'est des gens avec des histoires fortes. Et la situation de maraude elle-même est riche. Oui. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent apporter de l'aide à des gens en face qui n'en veulent pas forcément, qui n'ont pas prévu. La situation est riche aussi parce qu'il y a un paradoxe à vouloir les aider, à vouloir apporter de l'aide humanitaire, alors que peut-être ce dont ils ont besoin parfois, c'est pas du tout l'humanitaire, c'est de l'aide plus sociale. Et ça, on peut pas forcément le faire. Donc la situation elle-même, elle est ambivalente en fait. Elle est ambivalente, mais elle est assez. Vous arrivez bien à camper en très peu de phrases une situation qui peut être complexe. Et du coup, il peut y avoir de l'humour aussi. Il y a de l'humour quelquefois. Oui. Voilà. Oui. À un moment, vous arrêtez quelqu'un, il dit mais non, mais moi j'ai pas besoin de vous. J'ai 3 appartements.
Pourquoi vous venez me voir? Oui, parce qu'en fait, il y a quand même cette vigilance à essayer de voir. Voilà, c'est la nuit, et quelqu'un qui serait seul sur un trottoir à 11 heures du soir. À ne rien faire. À ne rien faire. Du coup, oui, les maraudeurs s'arrêtent, vont le voir et se retrouvent avec une discussion. Et du coup, j'ai ma collègue Myriam qui habite le 13e. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé votre livre. Et comment vous avez eu l'envie d'écrire sur cette situation? Est-ce que c'était avant de vous engager comme bénévole? Est-ce que c'était pendant? Ou est-ce que c'était bien après, avec du recul? Je pense que c'est pendant. C'est pendant où je me suis dit qu'il y avait En fait, j'écris par ailleurs plutôt pour le cinéma. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un sujet littéraire, en fait. Parce que ça permettait, à la fois, ce dont je parlais, ces tableaux nocturnes. Visuellement, il y avait quelque chose. Et en même temps, il y avait, oui, toute la pensée sociale qu'on pouvait tisser avec ça. Puis je trouvais toutes les situations riches, intenses, et avec des intentions des maraudeurs qui peuvent être un peu ambiguës aussi. Évidemment que la première idée, c'est d'aller les aider, de vouloir qu'ils aillent mieux, de vouloir les insérer socialement, et en même temps d'attendre là dans une voiture avec tout le matériel d'urgence vitale. L'attente elle-même est ambiguë, et du coup ça amenait de l'attention, et je trouvais que c'était riche, qu'il y avait le sujet d'un livre. Il y a un moment, vous allez carrément sauver la vie de quelqu'un, que vous emmenez aux urgences, et là du coup il y a une espèce d'adrénaline qui doit être assez... Il y a du plaisir, c'est affreux de dire ça, mais il y a une adrénaline à agir, à faire quelque chose. Et puis il y a d'autres moments où en fait vous êtes impuissant. C'est ça. Vous arrivez avec votre petit café. Ça me donne envie de dire deux choses. Ce que vous dites, c'est oui, complètement. À un moment, il y a une urgence vitale. Ouais. Et c'est à la fois... donc c'est un homme qu'on découvre en hypothermie et qu'il faut emmener aux urgences. Et ça amène tout de suite, oui, de l'adrénaline. Et c'est une situation qui est terrible, mais en même temps, tout de suite dans la voiture, ça réveille, parce que sinon, c'est quelque chose, bon, on traverse le quartier. Là, tout de suite, il y a une tension. Et là, vous faites vraiment quelque chose. Ouais. Mais il y a un truc de l'excitation du pompier, quelque chose comme ça. Ouais. Et ça me fait aussi penser que vous me dites vous, et c'est pas la narratrice, c'est pas exactement moi. Il y a quand même une. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que c'est le récit d'une expérience? Non, en fait, je l'ai pas conçu comme ça. C'est quelque chose que j'ai fait. Que vous avez fait. C'est quelque chose que j'ai fait, mais je l'ai pas du tout conçu comme un témoignage. Oui. Je me suis autorisée parfois des pointes de fiction. Je voulais toujours que ce soit juste. Le fait qu'on aille les rencontrer, qu'ils soient tous à adresse fixe, ce que je découvre au début. Oui, ça aussi. Qu'ils habitent à adresse fixe parce que c'est l'endroit qui leur paraît le plus protégé du froid, protégé des agressions, enfin ce genre de choses. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'abri, mais ils ont un lieu en fait. C'est ça. Ouais. Donc j'ai vraiment mis des choses que j'ai découvertes, que j'ai vécues, mais je voulais mettre une distance par rapport à ça. Et du coup, autant on connaît les prénoms des sans-abri, autant les sans-abri voient arriver toujours des bénévoles avec l'uniforme, et ils connaissent pas forcément les prénoms. Parfois ça arrive, mais ils connaissent pas forcément les personnes elles-mêmes, et ne demandent pas forcément le prénom. Et donc il y a un moment dans le livre où je précise que finalement ce sans-abri ne demandera pas mon prénom, et du coup je ne le donnerai pas, et je fais une précision, on ne me demande pas mon prénom, le prénom de la narratrice. Et je veux mettre une distance comme ça, mais qui est pas artificielle, qui est vraiment j'ai créé un personnage, ça m'intéressait que ce soit une femme, parce que les femmes ont une certaine façon de se déplacer dans l'espace public, de l'habiter, et c'est pas rien de se balader la nuit en étant une femme jusqu'à 1h du mat, et c'est aussi l'autre visage du quartier. Donc je voulais vraiment mettre des choses que j'avais pu vécu, que j'avais pu ressentir, mais mettre une distance par rapport à ça, et affirmer que c'était un récit, quoi. Mais du coup, il n'y a pas ce côté voyeurisme du témoignage. C'est-à-dire que c'est intéressant, la distance, elle enlève ça, et en même temps, c'est quand même très intéressant, c'est le côté hyper documenté du livre, parce que moi j'ai découvert des tas de choses. On a une image complètement, par exemple le fait que vous notez, il y a une application qui fait que vous êtes tout le temps suivi, que vous notez exactement les besoins des gens qui vont venir une semaine après. C'est hyper organisé, et la manière de vivre de ces personnes sans abri, en fait moi je l'ignorais complètement, parce qu'on a, c'est quelque chose que je découvre alors qu'on est entouré par ça, et donc ça c'est super intéressant. Et puis il y a aussi, vous en parlez tout le temps, de cette espèce d'ambiguïté, on est là pour aider, mais
est-ce qu'on n'est pas là aussi pour contrôler, vérifier, mettre les gens dans un certain ordre? C'est toujours une espèce d'inquiétude qui revient. Est-ce que ça, quand vous avez fait votre expérience, je ne sais pas si vous... Est-ce que c'est quelque chose que vous avez résolu ou est-ce que cette contradiction, ce côté, il est toujours là en fait? Ah, c'est une contradiction qui est toujours là et qui finalement a été plus forte et je me suis dit que c'était peut-être pas cette action-là qui était la Voilà, plus... Au fur et à mesure, on sent le malaise grandir en fait. C'est ça. C'est exact, c'est ça quoi. Ouais. Le paradoxe a été trop fort, mais après, comment dire, je veux pas apporter une conclusion définitive. En disant il ne faut pas faire ça, mais il faut plutôt faire de la C'est politique, ça. de l'action sociale, C'est etc., ça. etc. La charité contre la politique. C'est ça. Ouais, Je décris, là, je décris les situations, je décris comment ça peut sauver une vie. Enfin, c'est ce qui se passe. Ouais, oui. Et puis comment ça peut rater aussi. Oui. Enfin, c'est ça. Ça a l'air. Mais du coup, vous êtes sorti de ça en fait. Cette contradiction, elle a été tellement. Oui, bah, c'est quelque chose qui monte tout au long du roman et qui finit par une échappée. Et oui, c'est vrai que le paradoxe a été trop fort. Mais après, c'est pas un jugement définitif sur ce qu'il faut faire, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je voulais décrire ça, où les maraudeurs ont du plaisir à faire ce bénévolat là. Et ce plaisir, je trouve ça très bien. Il y a un truc de charitable, je pense que mais c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, le plaisir, il est partout quand on fait de l'action politique. Les gens, s'ils le font, c'est que ça leur plaît. Ils le font pour les autres, mais s'il n'y a pas la... Pour eux-mêmes aussi. Pour eux-mêmes aussi, c'est toujours pareil. Vous aviez une deuxième question? Oui, alors c'est un petit peu en dehors. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture et sur quel thème? Oui, là je suis en train, mais c'est tout autre chose, c'est plus récit d'adolescence, donc oui, je suis en train d'écrire le deuxième. Et alors, et du coup, oui, vous n'aviez aucun projet d'écriture ou c'était avant d'avoir cette expérience? Est-ce que c'est l'expérience qui a cristallisé votre projet d'écrire un récit? Oui, c'est cette expérience qui m'a fait venir à la littérature. Oui, alors que... Avant, j'étais vraiment... cinéma. Oui. Et lectrice, et grande lectrice, et je m'imaginais pas romancière. Et là, je me suis dit qu'il y avait un sujet de livre très fort que j'avais jamais lu. Non, parce que c'est d'autant plus intéressant. Il y a plein de documentaires effectivement sur les SDF. Hein. C'est un peu un sujet récurrent dans les émissions de reportage. Et c'est vrai que sur les romans, en fait, ouais, je me suis dit, il n'y en a pas. Quand vous écrivez, est-ce que vous avez eu les mêmes rituels? Parce que je sais que certains écrivains ont un rituel dans un café le matin ou 2 heures, etc. Ou alors vous regardez et quand vous l'avez donc publié, avez-vous eu tout de suite la confiance parce que Flammarion, ça a été plus dur que vous ne le pensiez? Alors, je suis très mauvaise en rituel. J'ai pas de rituel, ça dépend. En fait, j'écris des films, en même temps, je suis monteuse, donc j'écris quand j'ai le temps. Voilà, le rituel consiste en ça et écrire tout de suite à l'ordinateur et se couper Internet pour pas être parasité, se concentrer. Voilà, je sais pas si ça constitue un rituel, mais c'est ça. Et beaucoup de café. Et j'étais d'autant plus tranquillisée pour le roman parce que je l'écrivais vraiment pour moi. Pour vous? Oui, parce qu'en fait, le cinéma, c'est une écriture où on nous demande beaucoup de versions. C'est un système où on doit demander, on dépose des dossiers au CNC, aux régions, et on doit réécrire à chaque fois pour ces différents guichets. Et là, je me disais, je vais faire mon roman pour moi et ce serait mon texte. Et je l'ai envoyé. Et Flammarion a dit oui. Et la directrice éditoriale, ça a été vraiment une grande rencontre. J'ai trouvé qu'en fait, j'avais aucune réécriture à faire, qu'elle comprenait tout de suite mon travail. Et du coup, je me suis sentie bien. L'histoire paraît un peu idyllique racontée comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Donc. Je reviens toujours à votre expérience cinématographique de monteuse. Au niveau du rythme, c'est parfait, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas, il n'y a pas d'éditeur qui va vous dire, peut-être que si tu peux supprimer cette scène, ou peut-être que si tu peux accentuer sur certaines choses. Là, je veux dire, c'est la clé de photo. Je voulais que ce soit en situation, puis ça correspond à la maraude, parce qu'en fait, il y a énormément de sans-abri. Le 13e est un grand quartier. Bon, on arrive en voiture, on essaie de prendre le temps de discuter pour revoir la personne, mais ça correspondait aussi à un rythme très saccadé comme ça. Voilà, c'est ça. Et je voulais être fidèle à ça, en fait.
Et du coup, effectivement aussi, je pense que l'éditeur a apprécié le côté immersif, on est dedans tout de suite. Et ça, je pense que bon, voilà, c'est bien. Là, c'est pas littéraire ce que je pose comme question, mais je voulais savoir, parce que moi, par exemple, faire une maraude, je m'imagine même pas, quoi. Ce serait vraiment trop dur, trop impossible. Est-ce que les gens tiennent le coup longtemps à faire cette... En tout cas, le fait là d'être en groupe et de faire ça régulièrement, toutes les semaines, il y avait quelque chose qui était peut-être la première fois, il y a une petite appréhension de ne pas savoir. Et après, le fait d'être en groupe, de faire ça toutes les semaines, il y a quelque chose de... on perd l'appréhension, quoi. Je n'ai pas bien compris la différence entre récit et témoignage. C'est parce que c'est pas clair. C'est pas clair. Je pars vraiment d'une expérience personnelle. Mais je voulais pas en rester au témoignage. Je voulais vraiment m'autoriser donc du récit avec des pointes de fiction, avec des décrochements. Et voilà, c'est pour ça. Et sur la couverture, je voulais qu'il y ait écrit roman, mais presque comme presque pour questionner le lecteur en fait, parce que je pense qu'on sent qu'il y a du documentaire dedans, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, c'était un peu ce jeu-là m'intéresse, cette distance-là. Et ce que j'ai remarqué aussi dans votre récit, c'est que souvent on lie la thématique des sans-abri aux problèmes psychiatriques. Et là, c'est pas vraiment. Vous n'avez pas insisté là-dessus en fait. La narratrice est étonnée parce qu'elle s'attendait à des grands coups de violence, quelque chose, et il y en aura assez peu. Il y en aura. Mais parce que l'alcool, parce que les problèmes psychiatriques, mais finalement, il y en a assez peu. Elle se retrouve à rencontrer des gens un peu endormis, un peu... dont l'horloge interne est un peu déréglée, ils savent pas si c'est le jour, la nuit, le temps, la notion du temps est complètement déréglée, des choses comme ça. Et ça, c'est un peu la norme de ce qu'elle rencontre. Et oui, de temps en temps, des problèmes psychiatriques qui sont vraiment saillants et avec de l'agressivité, mais de toute façon, on sent que ça déforme la façon de penser, d'habiter à la rue. Mais ce qui fait prendre conscience à la narratrice qu'elle aussi, le fait d'habiter dans un appartement a dû la former et déformer sa façon de penser. C'est-à-dire qu'à un moment, il est minuit passé, elle commence à se dire, bon, on rentrerait bien à la maison. Mais comme si, en fait, l'espace public était quelque chose à traverser, qui n'était jamais un vrai espace où on pouvait se poser. Et d'ailleurs, le moment de la maraude, un espace où elle se pose dans l'espace public la nuit, elle se dit que c'est peut-être la première fois. Sinon, elle va toujours d'espace privé, en tout cas en espace clos, quoi, le café, le cinéma, chez elle, chez des amis, quelque chose comme ça. Et que l'espace public, elle l'habite pas tant que ça. Et du coup, ça lui fait prendre conscience que elle aussi, elle est formée par la façon dont elle habite la ville. Et du coup, ça m'a fait penser au livre de Mona Chollet sur les lieux et tout ça. Donc, il y a aussi ce côté mon lieu à moi. Et en fait, vous dites que même chez les autres, en fait, alors que vous allez dehors, effectivement, dans l'espace public, votre lieu, votre appartement, vous investissez beaucoup, quoi. Même quand vous allez chez des amis, vous dites que vous êtes la première à partir à des fêtes parce que vous avez envie. Ah, c'est pas exactement ça. Alors, non, c'est vraiment le fait de parcourir l'espace public, lui fait se rendre compte à quel point elle appartient à son espace privé, mais pas forcément dans le côté ma chambre à moi, pas forcément le côté positif de ça. Plutôt le côté... Les deux, c'est bien d'avoir un chez-soi, de s'y sentir bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi une limite. Oui, un enfermement. Oui. Et donc oui, elle prend conscience que vers minuit, elle se dit quand même, ok, on n'a pas fini, parce que donc il y a une liste avec adresse fixe, avec les gens à les voir, et c'est pas fini. Et elle se dit qu'elle rentrerait bien chez elle, et elle s'imagine, comme ça, comme à une fête où elle voudrait rentrer plus tôt parce que pour pas rater le métro, enfin quelque chose comme ça. On appartient à son propre lieu. Est-ce que dans votre expérience, vous avez pu croiser des femmes avec enfants? J'ai pas croisé de femmes avec enfants. J'ai croisé beaucoup de femmes seules. Et en fait, ce qu'on apprend, ce que la narratrice apprend, c'est qu'en fait, il y a quasiment autant d'hommes que de femmes sans abri. C'est 60-40% les proportions. C'est juste que les femmes en tant que femmes sont plus vulnérables, encore plus, et du coup, elles se cachent davantage, encore. Et du coup, c'est aussi un des rôles là de l'institution, d'aller chercher vraiment les femmes qui se cachent davantage pour essayer de les aider et d'aller à leur rencontre.
elles se cachent la nuit pour plus de sécurité. Et vous dites que la journée, elles font attention à leur allure, à leur attitude, pour sa visibilité. Pour S'invisibiliser, ouais. voilà, Bah, faire comme les autres, en fait. se cacher à plusieurs sens. Ouais, c'est ça, Ça peut être vraiment la nuit se cacher derrière des cages d'escalier, se cacher Voilà. physiquement, Ouais, et le jour masquer sa condition sociale. voilà. Donc prendre davantage, se laver, se maquiller, cacher la condition, quoi. Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Ben non, mais en tout cas, c'est incroyable. Vous envoyez votre... Mais c'est vrai que votre roman, il a un côté carré, parfait, quoi, je veux dire. Voilà, il n'y a pas un mot de trop. Moi, c'est ça que j'aime bien. Vous voyez, et je pense que le fait que vous soyez monteuse aussi, il y a quand même un sens du rythme. C'est souvent quand on... La littérature, c'est aussi un sens du rythme, savoir quand tu vas t'arrêter, savoir quand tu vas continuer. Et ça, c'est super difficile à expliquer. Je pense que quand vous êtes monteuse de cinéma, c'est un truc que vous avez vachement incorporé. Oui, je l'ai écrit et je l'ai repassé pour avoir la nervosité que je voulais. Ça, quoi. voilà. Donc oui, c'est un truc, oui, ça se scande et ça s'écoute. Quoi. Et ça, c'est très très réussi. Hein, Oui, oui. réussi. Mais j'essaie d'écrire à l'oreille aussi. Mais oui, mais parce que ça, voilà, et quand on le lit, on le sent très bien ça.